Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, la seule émission hebdomadaire qui parle exclusivement de logement, de l'aménagement, de son équipement, des travaux qu'on peut effectuer dedans pour notamment économiser l'énergie et avoir des dépenses notamment de chauffage allégées. Alors, comme d'habitude, eh bien, cette émission, vous la retrouvez le samedi matin sur reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, qui est un réseau un peu plus professionnel, et puis bien sûr sur les principales plateformes de podcast, et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Vous avez vraiment le choix pour voir chaque semaine et entendre chaque semaine la maison de Christian. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Yves qui me demande comment stopper le phénomène de dégradation de tuiles béton de sa toiture. Il a du sable dans sa gouttière, c'est pas tout à fait intéressant, et puis surtout cette huile se dégrade. On va voir la réponse qu'on peut lui fournir. Mon coup de cœur produit de la semaine sera la notion de piscine basse consommation. C'est de saison développé par Water Air. Mais pour commencer, nous retrouvons Christian Cardonnel, qui est consultant et spécialiste de la consommation énergétique et de la rénovation. Christian, on l'a eu très souvent dans cette émission et dans mon ancienne émission sur RMC. Bonjour Christian, donc vous êtes un spécialiste de la rénovation énergétique, un spécialiste d'ailleurs de tout ce qui tourne autour de la consommation énergétique de la maison. Alors on se connaît évidemment depuis longtemps, vous êtes une référence en matière d'analyse énergétique, d'analyse thermique des bâtiments. Vous pouvez nous préciser quelle est votre activité aujourd'hui? J'ai une activité de retraité très actif en fait, voilà. Donc j'ai cédé mon entreprise Cardonnel Ingénierie, maintenant ça fait 7 ans, et j'ai monté un bureau de consultant avec lequel je travaille chez des industriels, des partenaires, et je m'occupe beaucoup de tout ce qui concerne la réglementation énergétique et environnementale du bâtiment. Alors vous êtes intervenu, je le disais tout à l'heure, de nombreuses fois à mon micro. Il y a des années que l'on parle de rénovation énergétique. Est-ce que les choses ont vraiment beaucoup avancé? Pas toujours dans le bon sens, des fois avec des choses très compliquées, et puis on a effectivement un marché de la rénovation énergétique qui a été pris dans certains cas par des éco-délinquants qui nous font quand même beaucoup de mal. Il y a des choses vraiment précises à faire. Il y a des éléments qui sont pas très clairs effectivement encore sur le DPE, diagnostic de performance énergétique de l'habitat. J'essaye d'œuvrer pour que ça se passe beaucoup mieux. On sait que la rénovation globale a actuellement le vent en poupe, mais est-ce que finalement ce n'est pas une fausse bonne idée? Je peux pas dire tout à fait ça, parce que c'est quand même, en fait, cette initiative de rénovation globale, c'est moi qui, avec le ministère et le club AT2E, ai mis en place la fiche C2E de la rénovation globale. C'est vrai qu'on a essayé de faire ça d'une façon cohérente disons, précise, mais ça n'a pas toujours été, effectivement, disons, avec un résultat probant. Et en particulier, il y a effectivement des rénovations globales qui devraient se faire plus dans la perspective de j'améliore l'isolation, la ventilation, et je regarde mes systèmes de chauffage et de chausse sanitaire pour avoir quelque chose de cohérent. Bon, c'est pas toujours fait dans ce sens-là, malheureusement, et on essaye de caler effectivement ces rénovations globales en fonction de tout ce qu'on récupère sur les primes, les aides, etc. Et donc, c'est pas toujours à bon escient. Alors on n'en finit pas de critiquer et de réformer le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un indicateur fiable pour hiérarchiser notamment les travaux? Normalement, ce devrait être un indicateur fiable. Le problème, c'est qu'on rentre dans ce DPE beaucoup d'informations et qui sont assez précises.
Dans certains cas, les diagnostiqueurs mettent des informations par défaut qui perturbent en fait les résultats. Et il faut voir que dans la méthode de calcul du DPE, il y a malheureusement des aléas, on va dire des aléas ou des erreurs qui font que le calcul des consommations et des besoins de chauffage, de choses sanitaires sont pas toujours cohérents, qui nous conduisent à des consommations très fortes. Et on s'aperçoit, récemment, c'est ce que j'ai effectivement mis en exergue, c'est que dans les petits logements, par exemple les studios dans un immeuble haussmannien, on a plus de déperdition et plus de besoins de choses sanitaires ramenés au mètre carré que dans les autres logements, et on se retrouve avec des étiquettes énergétiques F ou G, alors qu'ils sont effectivement très économes en énergie, ou en tout cas pas aussi énergivores que le dit le DPE. Alors, à ce propos, quelles sont, selon vous, les priorités, que ce soit donc dans le déroulement des travaux d'une rénovation globale, ou bien si on travaille poste par poste? Globalement, il faut effectivement déjà regarder le niveau d'isolation thermique de notre bâtiment. Donc l'isolation thermique des planchers bas, on l'oublie bien souvent, les murs extérieurs, les baies vitrées et la toiture. Puis, bien sûr, la ventilation. Et si on a effectivement une analyse assez fine de ces éléments, on va déjà avoir effectivement une économie d'énergie à tirer et peut-être trouver effectivement qu'il y a besoin de faire des travaux d'isolation sur tel ou tel poste. Ensuite, il va falloir regarder son système de chauffage et de choses sanitaires et aller toujours effectivement du point d'émission de la chaleur ou d'utilisation de l'eau chaude sanitaire jusqu'au générateur. Et en fonction de ces éléments, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Et en fonction de la qualité de cette installation, on pourra être amené à changer de générateur ou changer d'énergie pour avoir des choses beaucoup plus performantes sur le système de chauffage et donc avoir une étiquette DPE qui soit bien meilleure. Alors on reparle beaucoup ces derniers temps de fraude, de trucage, de l'audit énergétique. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous en parler. Cette semaine même, le président et le ministère concernés ont réagi à ce propos. Est-ce que finalement, c'est pas le système d'aide qui est trop complexe et qui ouvre la porte de ce fait à des quantités d'éco-délinquants? Malheureusement, le système d'aide est complexe, mais les éco-délinquants, effectivement, font effectivement rage actuellement sur tous ces systèmes. Et donc, il va falloir qu'on essaye de trouver des parades. Et globalement, c'est peut-être avec les audits et avec des auditeurs qualifiés qu'on va pouvoir faire plus de contrôles et donc caler les choses d'une façon plus précise. Alors on reparle encore une fois de dysfonctionnement, de gros retard de paiement de MaPrimeRénov' par l'ANA. On parle de 900 plaintes qui auraient été déposées et de milliers de retards de paiement. On n'est pas capable de sécuriser ces paiements, ou est-ce que finalement c'est exagéré, que le système ne marche pas si mal? Actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers et malheureusement l'ANA est complètement débordée, essaye de restructurer effectivement ses services, mais il n'y arrive pas. Et comme il y a quand même beaucoup de sous effectivement en jeu, ben ils essayent de cadrer les choses. Et c'est vrai que nos éco-délinquants arrivent des fois à récupérer 50 à 60 000 euros d'aide effectivement pour une simple maison individuelle. Alors d'après vous, quelles seraient les méthodes qui permettraient véritablement d'atteindre les objectifs? Je suis allé voir sur votre site, vous parlez de moins 40% d'ici 2030 et de moins 60% d'ici 2050. Alors est-ce que aussi ce ne serait pas plutôt l'audit énergétique qui serait à privilégier au DPE, qui semble toujours incertain, et surtout un contrôle des résultats sur site des travaux réalisés? L'audit énergétique, s'il est bien fait avec une méthode de calcul cohérente et qu'on n'a pas aujourd'hui avec le DPE, ben, ce serait effectivement un élément très intéressant. Il faut aussi qu'on ait des acteurs effectivement et des gens qui fassent des audits énergétiques qui soient vraiment qualifiés. Je fais partie maintenant avec l'âge de la commission de certification et on voit effectivement que les auditeurs qui demandent effectivement à être certifiés sont loin du compte pour ça. Mais c'est sûrement après
avec le carnet effectivement d'information du logement et avec des mesures effectivement ou l'affichage des consommations réelles dans le logement qu'on pourrait obtenir des choses beaucoup plus précises. Eh bien, merci Christian Cardonnel. Je rappelle, vous êtes consultant, spécialiste des questions énergétiques et vous nous avez pu parler du DPE, vous avez pu parler aussi donc de l'audit. Merci pour votre participation et je suis sûr à une très prochaine fois. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, c'est celle d'Yves. Alors Yves, il a un drôle de phénomène, il me dit « Les tuiles béton de ma maison datent de 1980. Alors ces tuiles sont granitées, un peu comme sablées en surface, et périodiquement, avec la pluie, mes gouttières se gorgent de sable, me dit-il, d'où mon intervention chaque fois pour nettoyer. Alors aujourd'hui, je souhaiterais fixer ce revêtement sableux granité afin de ne plus avoir ce souci. Alors, avec quel produit puis-je le faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton de vos tuiles, comme tout béton, il contient du sable. Alors, il peut arriver qu'il se désagrège en surface au bout d'un certain nombre d'années. On parle de 1980 pour la réalisation de cette couverture. Et donc, le sable, qui est en surface, que le sable arrive dans la gouttière. Alors, il y a des méthodes pour arriver à éviter et à ralentir ce phénomène. On peut utiliser un fixateur. Alors on parle aussi parfois de durcisseur de toiture, c'est-à-dire de tuiles en l'occurrence. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va consolider la surface du béton qui est devenue friable avec le temps, avec les intempéries. Alors après, vous pouvez appliquer une peinture pour toiture, qui est indispensable d'ailleurs avec l'application de certains fixateurs. Alors il en existe de différentes marques, alors, je vais vous en citer, il y a Arcafix, Oxy, Ordo avec un H, Oafix, etc. L'application, alors elle est précédée d'un nettoyage de la toiture. Alors certains suggèrent de travailler avec un nettoyeur haute pression, mais réglé en moyenne pression. D'abord, il faut avoir un matériel qui puisse se régler. Moi, je vais dire que si on le fait, il faut pas y aller trop près, c'est-à-dire mettre la buse trop près, ce qui finirait par là décrouter complètement la tuile. Moi, j'avoue que je préfère les produits qui s'appliquent en pulvérisation et au rouleau, qui ensuite sont lavés par l'eau, ou bien tout simplement avec un jet d'eau à basse pression en quelque sorte. Mais ceci étant, avant de faire l'application d'un fixateur, il faut effectivement éliminer les mousses et les lichens. Alors l'application d'un primaire d'accrochage est toujours souhaitable. Il faut l'appliquer évidemment ce primaire sur un support bien sec. Il ne faut pas en mettre tout de suite après avoir lavé la toiture ou après qu'il ait plu. On peut l'appliquer au rouleau, au pinceau, au pistolet même, en pulvérisation. On fait généralement 2 couches, mais 2 couches consécutives. On ne laisse pas sécher et ça va permettre ensuite un très bel accrochage du fixateur. Alors attention, certains produits peuvent abîmer les ingages, c'est évidemment indiqué sur le conditionnement, c'est-à-dire les gouttières, les chéneaux, les descentes, qui doivent dans ce cas être protégés par un plastique, et même c'est aussi le cas pour certains éléments en PVC. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Coup de cœur produit, c'est normal, en ce moment on parle de piscine, alors que nombre de mes confrères tirent à boulet rouge sur les piscines accusées d'être de grosses consommatrices d'eau. Eh bien, je vais prendre un peu leur défense, outre le fait que c'est faux. J'ai pu observer depuis plusieurs dizaines d'années les efforts que les pisciniers ont pu faire, et notamment la Fédération des professionnels de la piscine, dans ce domaine. Alors, les particuliers qui ont peur de la consommation d'eau, je peux les rassurer. Et puis, je dirais aussi quand même que j'ai vu que certaines municipalités envisageaient d'interdire purement et simplement les piscines, c'est-à-dire de ne plus donner de permis de construire pour les piscines quand c'est nécessaire ou quand c'est avec une construction neuve. Mais je pense que chacun devrait balayer dans sa porte, car quand on sait que certaines communes gaspillent 40 à 50%
40% de l'eau qui est véhiculée dans des canalisations qui sont percées, je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de ces réseaux plutôt que de crier arrose sur les piscines. Mais vous me direz, c'est plus facile de faire ça que d'aller déterrer toutes les canalisations qui ont besoin de l'être. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été autrefois conseiller municipal d'une ville de plus de 10 000 habitants. Eh bien, cette ville, elle perdait 40% de son eau dans des fuites, et à chaque fois, je rouspétais auprès du maire pour que des travaux soient faits et qu'on arrête ce gaspillage de l'eau. Alors, dans ce contexte, j'ai trouvé intéressant la communication de Water-Air, qui est le spécialiste de la piscine en kit, qui a développé le concept de piscine basse consommation. Alors, quels sont les produits qui permettent de parler justement de basse consommation? C'est d'abord une couverture spécifique qui permet de chauffer gratuitement l'eau de la piscine jusqu'à presque une dizaine de degrés. C'est quand même considérable. Évidemment, quand on n'utilise pas sa piscine, ça va de soi. Ce sont des panneaux transparents en PVC qui captent de l'énergie solaire et la restituent en sous-face, et qui donc chauffe la piscine on va dire, par effet de serre. Alors, en plus, cette couverture, elle va au-delà du chauffage gratuit de l'air, parce que eh bien, elle évite l'évaporation de l'eau qui peut représenter, dans certains cas, quand il fait très chaud, 1 centimètre par jour. Et c'est là, justement, qu'il y a à ce moment-là une baisse de niveau qui oblige à compléter ce niveau. Alors ensuite, Water-Air propose un bloc filtrant intégré, équipé d'une pompe de filtration qui consomme 5 fois moins d'énergie qu'une installation classique. Alors il y a une petite équivalence et on a tendance à compenser les choses. Eh bien, Water-Air indique qu'il suffit de 2 panneaux photovoltaïques dans le jardin pour permettre de produire l'énergie nécessaire pour compenser la consommation annuelle de la pompe. Alors enfin, ils ont une filtration en circuit fermé. Circuit fermé, ça veut dire qu'on ne rejette pas d'eau en dehors de la piscine, et que ça limite évidemment fortement ces apports d'eau nécessaires en saison lorsqu'il fait chaud. Alors moi, ce concept, eh bien moi ça me va bien. Je trouve que ce sont de beaux efforts. Vous pourrez retrouver tout cela, mais je pense qu'il faut attendre un peu parce que c'est tout nouveau. Mais sinon, vous avez le site évidemment de Water-Air. Eh bien voilà, l'émission La Maison de Christian du jour et de la semaine touche à sa fin. Évidemment, vous pouvez la retrouver bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur renoinfomaison.com, où il y a toutes les émissions depuis le début de la série. Vous pouvez retrouver ça sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui est une plateforme, je le disais tout à l'heure, plus professionnelle, sur notre chaîne YouTube spécifique, La Maison de Christian, et sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes nombreux d'ailleurs à la commenter et je sais qu'elle vous intéresse. Je vais vous dire de bien travailler à l'entretien, à la rénovation, à l'équipement de votre maison. Et comme chaque semaine, je vous dirai qu'il ne faut pas présumer de ses forces et de ses compétences, et qu'il y a en France de très bons professionnels qui sont là aussi pour faire vos travaux. Passez un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine.